Après l'échec des mobilisations de début d'année, les syndicats veulent remettre le couvert. La rentrée de septembre pourrait ainsi être une rentrée sociale. Reste que l'opinion risque bien de ne pas suivre les cheminots. Après la taxe sur le sucre, la taxe sur le sel, les industriels ont massivement recours au sel et de manière démesurée. Une pratique qui n'est pas sans danger pour les consommateurs. La solution du gouvernement, taper dans le portefeuille. Madame, monsieur, bonsoir. Les cheminots vont-ils relancer la grève après un premier round en forme d'échec? Les centrales syndicales se verraient bien remettre le couvert, mais le risque de se mettre la population à dos pourrait bien tuer le mouvement. On avait quitté la saison de grève hiver-printemps 2018 sur un échec des syndicats à faire plier le gouvernement. On pourrait bien se diriger vers un deuxième round été-automne. En effet, les centrales les plus actives et les plus marquées à gauche, la CGT et Sud, ont décidé d'en découdre. La CGT, première organisation représentative à la SNCF, a invité les autres syndicats, Sud, la CFDT et l'UNSA, à une réunion intersyndicale ce jeudi pour tenter de relancer la machine. Mais le défi s'annonce bien plus périlleux qu'avant l'été à la SNCF, car la réforme a bel et bien été votée depuis et promulguée à la fin du printemps. Il faudra à présent mener une grève large et dure pour inverser le rapport de force et aboutir tout bonnement à l'abolition du pacte ferroviaire, une véritable mission impossible pour les syndicats. En effet, si les centrales n'ont pas fait plier les équipes Macron, ils ont réussi à se mettre une bonne partie des usagers à dos, la faute à des grèves qui ont perturbé les départs en vacances ainsi qu'à des services ferroviaires pas toujours à la hauteur de ce que peuvent attendre les usagers. La cagnotte des syndicats aurait à peine atteint le million d'euros, pas de soutien populaire donc. En revanche, le coût de la grève est lui estimé à près de 800 millions d'euros. La prochaine étape pour les syndicats de cheminots est prévue pour les journées des 18 et 27 septembre pour la négociation de la future convention collective qui déterminera les questions de l'organisation du travail et des rémunérations, notamment des questions qui touchent directement et financièrement les travailleurs du rail, des négociations qui auront lieu moins de 2 mois avant les élections professionnelles de la SNCF et pour lesquelles les syndicats devraient rivaliser d'intransigeance pour s'attirer les suffrages des salariés inquiets de leur avenir. Difficile cependant de croire à un grand mouvement social. Pour cela, il faudrait avoir recours à la fameuse sacro-sainte convergence des luttes et regrouper les mécontents de tous les secteurs, qu'il s'agisse des salariés de Ford, de la Grande Récré et de Toys R Us dont les emplois sont menacés, ceux d'Air France qui peuvent participer à la paralysie des transports, mais aussi mobiliser des travailleurs du privé, des indépendants et des retraités, ponctionnés avec la CSG mais acquis à la cause macroniste. Vous l'aurez compris, le grand soir ne devrait pas être pour 2018, en tout cas pas avec ces méthodes, ni en comptant sur une hypothétique convergence des luttes qui, comme l'union des droites de l'autre côté de l'échiquier politique, a tout d'un attrape-nigo. Dans la série On ne peut plus rien faire, les députés sont de retour. Après les boissons trop sucrées, ce sont les aliments trop salés qui sont dans le viseur des parlementaires de la majorité. Des taxes toujours plus salées après la taxe soda, va-t-on se diriger vers la taxe sur les produits contenant trop de sel? Les industriels de l'alimentation peuvent s'inquiéter, tout comme les consommateurs. La commission d'enquête sur l'alimentation industrielle a annoncé vouloir taxer les produits les plus salés dans un rapport. Et la probabilité qu'un texte dans ce sens soit voté paraît plus que probable, la commission étant dirigée par un député France Insoumise, quand les vice-présidences ont été confiées à des élus socialistes, les Républicains ou encore La République En Marche. Tout le monde est dans le coup. Le rapport, qui sera rendu public fin septembre, fait état de la consommation quotidienne moyenne de sel en France, 12 grammes, soit plus de 2 fois plus que les 5 grammes recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Or, une alimentation trop riche en sel augmente le risque d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. La raison médicale sera donc utilisée pour renflouer les caisses de l'État. Du côté des industriels, le sel permet une conservation plus longue, ce qui implique qu'en cas de modification des recettes, les consommateurs seraient poussés à de véritables changements d'habitudes alimentaires. Le but officiel de cette taxe est de pousser les fabricants à diminuer les taux salins, une incitation par la contrainte qui est assumée par Loïc Prudhomme, président France Insoumise de la Commission sur l'alimentation industrielle. La taxe soda, mise en place en 2013, coûte chaque année 520 millions d'euros aux industriels. Avec la nouvelle taxe sur le sel, cette gabelle du 21e siècle, l'État devrait encore récupérer plusieurs centaines de millions d'euros par an. Reste à voir si la contrainte poussera les industriels à modifier les compositions de leurs produits ou s'ils préféreront payer une taxe à l'État.
Paris fait un tabac. La fréquentation touristique de la capitale de la région Île-de-France a battu un record pour le premier semestre de l'année. Une prouesse au vu de l'état de la ville. d'Anne Hidalgo, Élise Blaise. Les rats, les travaux et l'insécurité n'auront pas suffi à détourner les touristes de Paris. Pour le premier semestre de l'année, pas moins de 17 millions d'entrées hôtelières ont été enregistrées, une augmentation de 4% sur un an, un résultat dont s'est réjouie Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Nous avons aujourd'hui atteint un record absolu de fréquentation touristique pour la région Île-de-France, donc un record historique, malgré les grèves du printemps qui ont un peu dissuadé, il faut bien le dire, la clientèle française de venir à Paris. Mais en revanche, nous avons une hausse très forte de la fréquentation internationale. Les voyageurs étrangers ont effectivement retrouvé le chemin vers la capitale, dont la cathédrale Notre-Dame est toujours le monument le plus visité avec plus de 14 millions d'entrées par an. À partir de 2015, la France a connu un passage à vide à cause de la menace terroriste, mais c'est reparti. Le nombre de visiteurs internationaux a en effet bondi de plus de 9%, alors même que l'intérêt des touristes français pour la région est très légèrement à la baisse. Les Américains arrivent largement en tête des visiteurs. Ils ont été plus d'1,25 million depuis janvier dernier à venir en Île-de-France, juste devant les Britanniques et les Allemands. De leur côté, les touristes asiatiques apprécient toujours la France. Les Chinois sont 4e avec plus de 500 000 arrivées sur la période. Pour autant, on constate un tassement de la progression. En effet, alors que l'année 2017, dans la lignée de l'explosion du tourisme asiatique en France depuis une décennie, enregistrait une hausse de près de 18%, les arrivées du premier semestre de 2018 n'ont progressé que de 5%. Les Japonais suivent également la tendance avec une progression de 17% contre 33% en 2017. Les touristes venus du Proche et du Moyen-Orient sont toujours de plus en plus nombreux, mais c'est du côté des Italiens et des Espagnols que la progression est la plus visible, avec respectivement un bond de 20 et 16%. Si un nouveau record a donc été établi pour ce premier semestre, les résultats pourraient être encore plus satisfaisants car ces chiffres n'intègrent pas encore les locations de particulier à particulier, comme celle de la plateforme Airbnb, sur laquelle auraient transité pas moins de 6 millions de voyageurs français et étrangers pour venir dans l'Hexagone sur la seule période estivale. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec l'excellent Thibaut Bastide. Un maire communiste qui ne sait pas dire non à un petit verre de rouge, ça se passe à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne avec le premier citoyen de l'agglomération, Jean-Claude Kennedy, 66 ans. Ce dernier a été pincé au volant de son automobile avec un taux de 0,45 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit pas loin du double de la limite légale. Élu en 2015, l'élu communiste a été arrêté au volant de sa voiture en début de soirée mardi soir à Maison-Alfort, après avoir franchi un feu rouge et percuté un scooter dont le conducteur âgé de 62 ans aurait été blessé. Le maire communiste de région parisienne a passé la nuit au poste. Le fait du prince, l'écrivain Philippe Besson, ami du couple Macron, a été nommé consul de France à Los Angeles. Dénué d'expérience sur la scène internationale, tout comme dans la diplomatie, l'auteur bénéficie visiblement du retour de bâton du président après avoir rédigé un livre personnage de roman, récit élégiaque sur Emmanuel Macron. Le parachutage de Besson rappelle celui de Bertrand Delay à la tête de la chaîne parlementaire. L'homme était en effet à l'origine de plusieurs documentaires sur le président qui pourraient être qualifiés d'hagiographie. Fin du changement d'heure, les Européens disent oui. Plus de 80% d'un panel de près de 5 millions de continentaux interrogés sont en faveur de la fin du changement d'heure. En février, les députés européens ont déjà voté une résolution dans ce sens. L'idée serait donc de maintenir l'heure d'été toute l'année. Le sort du changement d'heure pourrait même être scellé avant les élections européennes de 2019. Pour rappel, le changement d'heure avait été mis en place après le choc pétrolier en 1976 et étendu à toute l'Europe en 1998, avec pour idée de réaliser des économies d'énergie. Aujourd'hui, une partie des opposants au changement d'heure le combattent au nom du stress, de la fatigue, des problèmes de sommeil et même des dérèglements de l'alimentation que cela engendrait. Gageons qu'avec la fin du changement d'heure, leur vie sera beaucoup plus agréable.
Facebook lance son propre service de vidéo dans le monde après un an d'essai aux États-Unis. Avec ce nouveau service, le géant du numérique entend concurrencer YouTube, Amazon Prime Video et Netflix. Pour cela, Facebook n'a pas hésité à investir quelques 2 milliards d'euros. Avec Facebook Watch, les utilisateurs pourront être rémunérés si leur audience le permet. Avec un modèle à mi-chemin entre YouTube et Netflix, Facebook pourrait bouleverser le paysage numérique en la matière. Reste à voir si ce géant du web suspendra les comptes des web télé. Theresa May se ridiculise en Afrique du Sud. Le Premier ministre britannique s'est essayé à quelques pas de danse sur de la musique locale. Le résultat laisse songeur. L'histoire retiendra peut-être que pendant que les fermiers blancs étaient massacrés, la Madame Brexit dansait sur de la musique africaine. Retour de la reine du recasage, Agnès Salle, l'ancienne patronne de l'INA, suspendue 6 mois pour avoir dépensé 48 000 € de taxis indus, vient d'être nommée à un nouveau poste. Elle se chargera désormais de veiller à l'égalité, la diversité et à la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture. Un ministère dirigé par Françoise Nyssen qui fait l'objet d'une enquête pour des travaux présumés illégaux au sein de sa maison d'édition Actes Sud. Décidément, la rue de Valois reste un sacré beau repère. Dans un instant, notre Zoom du jour, le rédacteur en chef du magazine Éléments, François Bousquet, vient présenter la naissance de la nouvelle librairie à Paris. L'identité est gauloise. Je suis un néo-bourguignon lecteur de Vincenot. Et Vincenot, non seulement est le chantre des escargots, le pape des escargots, mais surtout du sanglier, animal totémique des Gaulois. Mais c'est notre animal. Le sanglier est notre animal. Donc oui, la librairie est placée sous les auspices de ce qui nous réunit au premier chef. Donc notre identité gauloise celte, mais plus largement romaine, grecque, chrétienne. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous allez me dire quel est le rapport entre la vie rurale et en ce moment estivale que vous décrivez et la catastrophe de Gênes, ce pont autoroutier qui a tué près de 50 personnes en s'effondrant sur la ville. Eh bien, le rapport, c'est Gustavo, qui est notre bouquiniste anarchiste d'origine italienne, génois d'origine, mais ce serait encore bien artificiel comme rapport, puisque depuis la mort de sa mère, il n'y va plus beaucoup. Sauf qu'il y a chez lui toute une réflexion qui accompagne tout ça et dont il m'a fait part, comme toujours au café. Il m'a dit, comme tout le monde, j'ai regardé les nouvelles et la cérémonie, per ascoltare un po' le notizie in italiano, m'a-t-il dit, pour écouter les nouvelles en italien. Et puis je suis passé sur LCI et BFM TV, et là il y a une chose qui te saute quand même aux yeux, aux oreilles, c'est qu'entre le ton enjoué, jovial des nouvelles du matin, qui est formaté par un cabinet marketing américain depuis 30 ans, et l'annonce d'une catastrophe, il y a quand même quelque chose qui ne passe pas. Dans un premier temps, un gros événement de ce genre, c'est spectaculaire, ça permet de commenter les commentaires, donc c'est bon pour le commerce, donc on prend un ton compassé, sobre, soucieux, mais déjà, me dit-il, tu observes un décalage avec le ton des publicités, puisque elle était tournée, conçue, payée, programmée à un moment où rien ne s'était encore passé. Et tu as pu observer ça aussi après l'attentat de Nice. On a tué beaucoup de monde ce jour-là, on a vu des cadavres et une voix féminine, parallèlement, dès les premières publicités, te parlait de la boisson de l'été qui aidait à faire la fête. Ça faisait quand même un peu mauvais effet. Mais le temps qu'ils analysent, c'était déjà parti, c'était diffusé puisque c'était payé. Mais la source principale du malaise, me dit-il, ce ne sont pas les publicités, c'est le ton lui-même de l'information, surtout celle du matin, qui est complètement calquée sur le modèle américain, et c'est encore plus vrai en Italie, dans le genre plateau avec des filles en décolleté, animateur taquin, ton de légèreté insupportable dans le genre maintenant, Angela va nous révéler une partie très secrète de sa vie privée, elle est allée boire du vin dans les caves de Sicile avec un œnologue. Gustave me faisait observer il y a quelques jours, donc c'est là que le système marchand, qu'il réprouve, montre ses limites. Il me dit, non sans raison, que l'optique
l'optimisme est devenu obligatoire. Pour continuer à vendre, il ne faut pas rester dans le deuil, en tout cas pas plus de 5 minutes. Il ne faut pas jeter le doute sur la vanité de la consommation. Quand on voit, me dit-il, des gens précipités à Gênes comme ça sur le pont Morandi dans le vide en 3 secondes avec leur 4x4 tout neuf et leurs 2 enfants et leur airbag passager et leur DVD sur l'appui-tête, on a l'impression que le confort et l'horreur sont décidément 2 choses très voisines. Donc il faut changer de sujet et prendre un ton très léger le plus vite possible. Même si on observe un peu de prudence au début, elle disparaît très vite parce qu'il faut faire oublier l'événement pour qu'il n'y ait pas d'annulation de dernière minute. Eh bien, Gustave n'a pas tort, il me semble. Et la chose en France se complique encore parce que le personnel des chaînes privées qui vient de sortir des écoles de journalisme a appris la musique avant les paroles et que cette jovialité mécanique du genre, une bien belle initiative en effet, fait partie de sa formation. Du coup, ces jeunes gens qui sont dans l'automatisme verbal ont beaucoup de mal à sortir du registre. Alors Caroline, qu'est-ce que vous nous proposez en ce beau week-end estival? Même les jours de grand deuil, ils doivent se surveiller, ne pas pouffer, ne pas faire dans la désinvolture, de crainte que l'indifférence du système au malheur d'autrui ne finisse par se voir un peu trop. Eh bien, Gustave, lui, il a une solution. Il nous dit que lorsqu'un deuil national est décrété, l'infospectacle devrait être remplacé par des flashs avec des commentaires en voix off. Et il n'est pas idiot, ce Gustave. Et nous sommes fiers de l'avoir comme consultant sur Campagnol TVL.